Voilà, on va continuer avec la leçon 127 sur les nombres remarquables, anneaux de nombres remarquables et applications. On avait déjà fait 2 vidéos où on avait essayé de refourguer des vieux restes des leçons précédentes dans cette leçon. Un peu de théorie des corps, un petit peu de théorie des anneaux, des équations diophantiennes, etc. Bon, voilà. Ce qui appartenait à des leçons déjà vues, du recyclage. Mais il y a quelque chose qui est précisé dans le rapport du jury, c'est que on aimerait bien en profiter pour parler des approximations diophantiennes. Finalement, ça veut dire comment approcher un réel avec des rationnels, ou inversement avec le nombre de Piso, on verra, hein, comment des suites de réels peuvent être des presque entiers. Et c'est assez intéressant, c'est vrai. Le problème, c'est que j'ai pas énormément de sources pour ça, c'est-à-dire de livres. Hein. Des sources, j'en ai évidemment parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur la question, mais ça on peut pas l'amener à la grecque, malheureusement. Donc voilà, si des gens ont des idées de sources pour l'agrégation, c'est-à-dire pas des trucs qui partent en live, qui sont des choses de spécialistes ou des choses trop vulgarisantes, merci de me les mettre en commentaire, ce serait sympathique de partager ça. En tout cas, oui, j'ai pas beaucoup d'idées de sources. C'est un peu normal. En même temps, les livres actuels n'ont pas encore réagi à ces nouvelles leçons. En tout cas, celle-là. Alors, on va parler dans le cadre de ces approximations, d'une part des fractions continues, bon, d'autre part des suites de Farey, et puis un petit peu des nombres de Piso. Le plus important, ce qui n'est pas le plus simple, parce que le plus simple, je trouve que c'est les suites de Farey, mais le plus important, ce serait les fractions continues, ça c'est assez inévitable. Je vais essayer de vous en donner un petit aperçu. Alors j'essaierai de mettre en haut à droite les sources vidéo que je peux avoir à votre disposition là-dessus. Maintenant, pour les autres sources, merci de partager. Alors, regardez les fractions continues. Bon, le mouvement élémentaire de la fraction continue, c'est vous partez d'un réel alpha, d'accord, et vous regardez sa partie entière, et vous dites que sa partie entière plus alpha moins sa partie entière, bah, c'est alpha. Et ensuite, ce alpha moins sa partie entière, vous faites 1 sur 1 sur, et là, vous avez un élément qui est plus grand, voilà, que 1. Donc, vous allez prendre la partie entière, qui sera non nulle, bon, voilà. Et vous continuez. Donc, ça s'appelle les fractions continues. Elles continuent pas, elles n'ont jamais continué, elles ont jamais... c'est simplement, elles sont continuantes. Donc, ça devrait s'appeler les fractions continuantes. Pourquoi la fraction continue? Quand est-ce qu'elles ont commencé? On ne sait pas. Non, c'est des fractions continuantes, mais bon, on a merdé au niveau du vocabulaire. Bon. Alors, l'exemple que je vais vous donner, c'est racine de 2 avec 1 plus, quand on va faire 1 sur... Alors, ici, on aura 0,4. Donc 1 sur 0,4, ça va être un peu plus grand que 2. Donc là, et plus petit que 3, évidemment. Et donc ici, vous allez avoir 2. Et ensuite, vous continuez. Le nombre bêta que vous avez là, et vous lui faites exactement cette même action. Et là, il se trouve que pour racine de 2, on va avoir que des 2. C'est une chose assez extraordinaire. On verra après pourquoi. Alors ici, on va avoir des 2, voilà. Comme c'est un réel et que c'est pas un rationnel, eh bien, ça risque pas de s'arrêter, parce que si tout d'un coup ça se mettait à faire que des zéros, eh bien, ça s'arrêterait et on aurait évidemment un rationnel. Mais on peut regarder, justement, puisqu'on parle d'approximation diophantienne, les approximations que l'on a ici de racine de 2. On commence par avoir 1, ensuite quand on fait 1, 2, alors donc vous avez noté l'écriture ici, 1, 2 ça veut dire 1 plus 1 sur 2, donc c'est 3 demi, 1, 2, 2 ça veut dire 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2, donc ici ça veut dire qu'on s'arrête là, ça fait 7 cinquièmes, vous voyez 7 cinquièmes c'est déjà 1,4, c'est quand même pas mal, et puis lui qui fait 17 douzièmes, etc. etc. Bien. Donc l'idée c'est de poser donc ici ce A0 jusqu'à AN, ici A0 plus 1 sur A1 plus 1 sur A2 plus 1 sur... d'accord, donc vous allez mettre les A0, A1, A2 ici,
d'accord? Et vous décidez de vous arrêter. Donc comme ça, vous avez une approximation diophantienne, ici, de votre nombre. Vous le mettez sous sa forme irréductible Pn sur Qn. Donc ici, par exemple, P1 sur P1, c'est 3 et Q1, c'est 2. P2, c'est 7 et Q2, c'est 5, etc. D'accord? Vous avez ça. Et il se trouve que... On va comprendre pourquoi, hein, mais on va avoir Qn, Pn-1, moins Pn, Qn-1, égale moins 1 puissance n. Voilà. Maintenant, toute l'idée, c'est que ceci approche cela. Ça, c'est alpha. Ça, c'est a priori, c'est notre réel. Et on va avoir cette formule Qn alpha moins Pn égale moins 1 puissance n sur An plus 1 Qn plus Qn moins 1. Alors, c'est des choses que j'ai déjà faites sur cette chaîne. Et on va avoir une approximation absolument magnifique. Qu'est-ce que j'appelle une approximation magnifique? C'est une approximation rentable. C'est-à-dire, évidemment, on peut approcher autant qu'on veut un réel par des rationnels, mais il faut bien sûr y mettre un gros dénominateur si on veut l'approcher. Maintenant, la rentabilité de notre approche du rationnel, ça va être quel est le ratio finalement entre le dénominateur qu'on a dû utiliser ici, gros dénominateur qu'on a dû utiliser pour approcher alpha, et la précision qu'on en a obtenue. C'est la rentabilité de notre approximation diophantienne. Et bien là, on montre, donc avec ces formules-là, que alpha moins Pn sur Qn est inférieur ou égal à 1 sur Qn carré. Et ça, c'est une grosse rentabilité. On peut se demander maintenant si c'est une rentabilité maximum. Ben oui, il y a un théorème qui dit que si alpha moins P sur Q est strictement inférieur à 1 sur 2 Q2, alors forcément, P sur Q est une fraction partielle, d'accord, un Pn sur Qn, pour la suite alpha. Ça, c'est quand même assez fort. Alors, regardons un petit peu sur les exemples. Ici, vous voyez ce moins 1 puissance n, ici, donc vous faites 3 fois 5, donc ici, n égale 2. 3 fois 5, 15, moins 7 fois 2, 14, donc ça fait 15 moins 14, ça fait 1. Et ici, 7 fois 12, ça fait 84, moins 85, ça fait moins 1. D'accord? Ici, 2 moins 3, ça fait moins 1. Voilà. Donc vous voyez bien cette formule. Bien. Maintenant, quels sont les petits outils avec ces fractions continues? Eh bien, c'est bien d'avoir les homographies avec nous. Parce que quand on écrit xn, vous voyez ce mouvement élémentaire qu'on a ici, c'est xn égale an plus 1 sur xn plus 1. Donc an, ça va être un paramètre, mais nos variables, ça va être xn et xn plus 1. Ça va être ça, la suite qu'on va regarder. Ça s'écrit avec une homographie. Vous voyez que ici, c'est an xn plus 1 sur xn plus 1 plus 0. Donc an 1, 1, 0. D'accord? Donc ça, vous devez savoir si vous connaissez juste la définition d'une matrice d'homographie. C'est la matrice an 1, 1, 0. Alors que je mets entre crochets, c'est une convention, pour certaines raisons que vous pouvez imaginer, qui agit sur xn plus 1, et xn, c'est ça. Bon, ça c'est juste une définition, hein. Mais cette définition est bien pratique, parce qu'elle va être, elle nous donne une action de groupe, si vous voulez. C'est-à-dire que, quand on va regarder x0, ça va être bien sûr p0.x1, donc ça va être P0, parenthèse, P1.x1, etc. Mais comme c'est une action de groupe, on montre que c'est une action de groupe, ça veut dire que on peut dire que x0, c'est la matrice P0 fois jusqu'à Pn-1, donc qu'on peut calculer, d'accord, et ce qu'on va appeler Mn, agissant sur xn. Donc ça nous donne une récurrence. En plus, on peut avoir, comme ça, c'est des matrices inversibles, c'est des matrices de GL2 de Z, vous voyez, puisque son déterminant, le déterminant c'est moins 1, et ben, c'est inversible dans Z, et on peut obtenir xn en fonction aussi de x0, juste en inversant ces matrices-là. On trouve que Mn, c'est justement
Si j'appelle, donc on a dit xn, c'est A0 jusqu'à AN, d'accord, qu'on met sous la forme Pn sur Qn, eh bien, la matrice Mn, ce produit-là, qui permet de passer de xn à x0, et si on l'inverse, qui permet de faire exactement l'inverse, aller de x0 vers xn, eh bien, Mn, c'est justement Pn, Qn, Pn-1, Qn-1. Ce qui explique un peu, quand vous regardez le déterminant, c'est moins 1 puissance n d'après cette formule-là, et oui, effectivement, puisqu'il y a n matrices de déterminant moins 1. Voilà. Donc, c'est normal, c'est le produit de n matrices de déterminant moins 1. Bien. Alors, un théorème important qu'on peut mettre dans la leçon, c'est qu'un nombre est quadratique, comme racine de 2, d'accord? Donc, un nombre, voilà, c'est un nombre algébrique, qui va être racine d'une équation du second degré à coefficient entier, eh bien, il est quadratique si et seulement si AI est périodique à partir d'un certain rang. Donc effectivement, là, c'est pas périodique, mais c'est périodique à partir de là. D'accord? C'est périodique à partir d'un certain rang. Et évidemment, racine de 2 est quadratique. Il est racine de x2 moins 2. Voilà. Alors maintenant, on peut aller un petit peu plus loin dans les utilisations des fractions continues. Et là, je vais vous montrer quelque chose, c'est que on peut calculer les inversibles de certains anneaux, résoudre finalement des équations de Pell-Fermat. Donc si on veut chercher des inversibles de z de racine de d, donc on prend d, a priori d c'est un entier positif, sans facteur carré, donc prenons racine de 2, alors on veut chercher les inversibles de cet anneau, et les inversibles de cet anneau, c'est les éléments de norme, ici, bon, alors on va prendre racine de 2 pour se donner un exemple, hein. Les inversibles, c'est les éléments x plus y racine de 2, avec x et y dans z, et on veut que x2 moins 2y2 soit inversible, parce que comme la norme est dans z, pour que le nombre, et c'est une norme multiplicative, pour que le nombre ici soit inversible, il faut que sa norme soit inversible, mais cette fois-ci dans z, donc soit égale à plus ou moins 1. Bon, alors là, on tombe sur une équation de Pell-Fermat, et en fait, les équations de Pell-Fermat, alors ça, il y a une référence de ça, c'est Théorie algébrique des nombres de Pierre Samuel, que j'aime beaucoup. Peut-être qu'il y a des références un petit peu plus actuelles, mais en tout cas, celle-ci, j'aime beaucoup. Donc regardez, vous voyez que ici, quand vous allez prendre, je sais pas moi, donc ici, vous allez prendre 1, 1, ça vous fait une solution ici pour moins 1. Prenez 3, 2, donc 3 au carré, ça fait 9, moins 8, ça fait 1. 7, 5, 7 au carré, ça fait 49, moins 5 au carré fois 2, 50, ça fait moins 1. Vous voyez que vous allez avoir comme ça tous les inversibles, donc les fractions continues permettent de résoudre les équations ici de Pell-Fermat. C'est important dans les équations diophantiennes, donc on reboucle les choses avec les équations diophantiennes dont j'avais parlé avant, c'est-à-dire qu'on a, vous voyez, grâce aux approximations diophantiennes, parce qu'ici, finalement, c'est une façon de résoudre égale 0, voilà, mais égale 0, il n'y a pas de solution, okay, parce que 2 est un irrationnel, donc les approximations diophantiennes vont donner des solutions à plus ou moins 1, vous voyez, à cause de ces approximations-là. Et on obtient à la fois des inversibles d'un anneau, ce qui nous permet finalement, quand on va obtenir certaines solutions grâce à l'unicité de la décomposition, cette unicité de la décomposition facteur premier, elle se fait modulo des unités, et on a absolument besoin, irrémédiablement, dans ce cas-là, besoin des unités, et ces équations deviennent absolument essentielles. Voilà, je vous laisse compléter vos connaissances dessus, surtout les préciser, parce que là, c'était pas très précis, mais j'ai à peu près délimité le territoire des fractions continues pour la leçon 127. Alors là, on a les suites de Farey. Les suites de Farey, c'est, deuxièmement, c'est plus facile, peut-être moins connu, moins... Bon,
essentiel peut-être, mais quand même bien sympathique. Et puis surtout, je pense qu'il y a bonne capacité de placement en lycée, pour des bonnes classes, hein, voilà, parce que ça permet d'avoir des activités mathématiques assez passionnantes, je trouve. Regardez, c'est très très simple, quoi. L'idée est extrêmement simple. C'est la cinquième suite de Farey, par exemple, ça va être les nombres entre 0 et 1, ordonnés, dont le dénominateur ne dépasse pas 5. Donc vous allez avoir ici, pour la cinquième suite de Farey, 0, 1 cinquième, 1 quart, 1 tiers, 2 cinquièmes, 1 demi, 3 cinquièmes, 2 tiers, 3 quarts, 4 cinquièmes, 1. Voilà. Vous remarquerez que à chaque fois, encore une fois, vous avez cette espèce de déterminant, vous voyez. Là, ici, vous avez 1 fois 3, moins 4, qui fait moins 1. Ici, vous avez 1 fois 5, moins 6, qui fait moins 1. Ici, vous avez à chaque fois moins 1. Bon, alors, ça s'explique. Toutes ces choses, ces espèces de déterminants qu'on a déjà vus dans les fractions continues et qui valent 1 ou moins 1, ça possède une explication assez simple, parce que dans le cadre de l'approximation, regardez ici, nous allons voir ces rationnels comme des pentes de droite. Par exemple, on va prendre 1 tiers et 2 cinquièmes, qui sont donc deux éléments consécutifs de la suite de Farey, de la cinquième suite de Farey. Alors ici, je vais mettre ici 1 tiers comme la pente, d'accord, de la droite qui passe par 0, 0, et le point 3, 1. Donc voilà, 1 tiers, c'est cette pente-là. Et puis 2 cinquièmes, eh bien pareil, 0, 0, et le point 5, 2. D'accord ? Et vous voyez que le fait que ce soit consécutif, d'accord, que ces deux éléments soient consécutifs, va faire que là-dedans, ici, il ne va pas y avoir de point du réseau. D'accord ? Si j'avais ouvert un peu plus, si j'avais regardé le parallélogramme que je construis entre 1 tiers et 3 cinquièmes, donc les points 3, 1 et 5, 3, et là, on aurait eu les points 5, 2, comme ici, et le point 2, 1 du réseau. Voilà, c'est normal, hein, parce qu'on ouvre le parallélogramme. Et le fait qu'il n'y ait pas de point à l'intérieur du parallélogramme, ça veut dire que les deux arêtes ici, bien, forment une base, en fait, d'accord, puisque ces points ici, à l'intérieur du parallélogramme, ils échapperaient au réseau engendré par ces deux vecteurs, hein, 3, 1 et 5, 2. Et réciproquement, s'il n'y a pas de point à l'intérieur du parallélogramme, on montre qu'on a bien une base du réseau, donc on a un déterminant qui est inversible dans Z, donc 1 ou moins 1. Voilà. Donc ça explique un petit peu la situation, pourquoi on obtient ces déterminants-là. Et de toute façon, même dans les fractions continues, c'est cette excellence de l'approximation vient en tout cas, on peut la faire provenir de la théorie de Minkowski avec les réseaux et le fait de chercher des bases de réseaux et que ces bases de réseaux créent des parallélogrammes dans lesquels il n'y a pas de point intérieur, d'où la notion de meilleure approximation. Bon, là, je sens que je suis dans l'approximation pédagogique et peut-être pas la meilleure. Donc, on explique ça dans les livres, c'est très bien fait, vous pourrez regarder. Je vous ai juste donné une petite idée. En tout cas, avec les suites de Farey, on peut démontrer le théorème suivant: si alpha est réel, n, on le fixe dans grand N, il existe A et B, avec B inférieur ou égal à n, B on peut le prendre strictement positif, tel que alpha moins A sur B est strictement inférieur à 1 sur B facteur de n plus 1. Donc vous voyez que ici, encore une fois, on a une approximation, mais on mesure la rentabilité de cette approximation dans le sens de quel dénominateur on a eu besoin, quel dénominateur il a fallu appeler pour avoir cette qualité d'approximation. C'est ça qui est important. Bien. L'idée de la preuve, c'est de ramener alpha à 0,1, on peut enlever la partie entière, donc là c'est rien du tout, ici, et
prendre pour ce n la nème suite de Farey. On aura forcément alpha compris, bon, s'il est réel, hein, il sera strictement compris entre deux éléments consécutifs de la suite de Farey, hein, d'accord, comme ceci. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, de deux choses l'une, soit alpha est entre h sur k et h plus h' sur k plus k', voilà, qui se situera, je ne sais pas, moi, par exemple, à peu près là, d'accord, soit alpha est là, soit alpha est là. Et dans les deux cas, on travaille, et dans les deux cas, on montre qu'on a ça. En tout cas, on trouve pour les deux cas hein, des A, B différents qui permettent d'obtenir cette inégalité. Voilà, donc maintenant, une application magique de ça, c'est le théorème des deux carrés grâce aux suites de Farey et grâce à ce théorème. Regardez, vous prenez P congru à 1 modulo 4, vous voulez montrer que P se décompose en somme de deux carrés. Vous savez que moins 1 est un carré modulo P, donc il existe un entier U tel que P divise U2 plus 1. Ok. On va poser alpha égale moins U sur P. Ok. Et N égale la partie entière de racine de P. Voilà. Je dégaine mon théorème avec alpha égale donc moins U sur P. Donc je vais avoir des entiers A et B, B strictement positif, et moins U sur P moins A sur B est inférieur ou égal à 1 sur B n plus 1. Donc, vu que n, c'est la partie entière de racine de P, ça c'est strictement plus petit que 1 sur B racine de P, bien sûr, cause du n plus 1. Et bien sûr, B est inférieur ou égal à n, hein, ça c'est dans le théorème. Alors, je vais poser C égale UB plus AP. Ok, ça fait valeur absolue de C ici quand je vais multiplier par BP. Ici, B va disparaître. Je vais multiplier par P, on va avoir racine de P. Donc, valeur absolue de C est strictement inférieure à racine de P. C'est facile de réduire au même dénominateur ici. Bien. Maintenant, je vais calculer B2 plus C2. Eh bien, il est strictement inférieur à P plus P. Ben oui, puisque B est inférieur à N, qui est inférieur à racine de P, donc B2 est inférieur à P, C2 est inférieur à P, donc ça veut dire que c'est strictement inférieur à 2P. Mais c'est strictement positif aussi, hein, d'accord? Ça, c'est strictement positif. Voilà. Mais, calculons B2 plus C2 modulo P. Donc modulo P, ça veut dire que je tue P ici. Ça va faire ici B2 plus U2 B2. Mais ici, si je mets en facteur B2, je vois que je vais avoir 1 plus U2. Et donc ça fait 0 modulo P. Donc ça veut dire que B2 plus C2, eh bien, c'est un multiple de P, strictement compris entre 0 et 2P, grâce à notre jolie approximation, notre meilleure approximation. Donc finalement, ça veut dire que B2 plus C2, il ne lui reste plus dans sa fourchette que P. Vous voyez? Et donc on a décomposé P en somme de deux carrés. Voilà, c'est joli. C'est joli. Ah, c'est joli. Alors on va terminer cette leçon 127 avec les nombres de Piso, toujours dans le cadre de l'approximation diophantienne, mais là peut-être inversé, parce qu'en fait là cette fois-ci c'est les nombres réels qui vont approximer les entiers, mais c'est fascinant. La définition, vous avez UN, une suite réelle de presque entier d'abord. Qu'est-ce que c'est qu'une suite réelle de presque entier? C'est une suite de réels, tel que UN s'écrit AN plus epsilon n, où AN est une suite d'entiers et epsilon n tend vers 0. Vraiment, c'est très facile. Alors, voici l'exemple type de l'idée de Piso. Donc, on regarde une suite à la Fibonacci. Hein. Bon, vous pouvez prendre carrément la suite de Fibonacci, mais prenons UN plus 2 égale UN plus 1 plus UN. Voilà. Mais, contrairement à la suite de Fibonacci, on va prendre U0 égale 2 et U1 égale 1. Ce qui fait que si phi est le nombre d'or, UN est égal à phi puissance n plus moins 1 sur phi puissance n. D'accord? Parce qu'on sait que le polynôme caractéristique de cette suite récurrente linéaire, c'est x2 moins x moins 1, qui a pour racine phi et moins 1 sur phi. Donc, voilà, c'est deux racines distinctes. UN va être de la forme alpha phi puissance n plus bêta
moins 1 sur phi puissance n, et alpha et bêta vont être donnés par les deux premiers termes de la suite. Et effectivement, si je prends alpha et bêta égale 1, pour n égale 0, ça va faire 1 plus 1, ça me fait 2. Et quand je vais écrire pour n égale 1, phi moins 1 sur phi, ça va faire phi 2 moins 1 sur phi. Mais phi 2 moins 1, c'est égal à phi, donc ça fait phi sur phi, ça fait 1. Donc ici, on a bien 1. Donc ça, on a ça. Donc vous voyez bien que phi puissance n va être une suite de presque entier, parce que ça, c'est une suite de réels. Phi, c'est un réel, évidemment. Phi puissance n, bah, ça va être notre suite un. Et ici, vous allez avoir an, bah, c'est notre suite entière, parce que ça, c'est une suite entière. Voilà. Et vous allez avoir notre epsilon n, donc c'est l'opposé finalement de ça, qui tend bien vers 0, parce que phi 1 sur phi est strictement inférieur à 1. Voilà. Bon, bah, donc ça nous fait notre suite de presque entier ici. Alors, on voit à quoi ça tient d'avoir une suite de presque entier ici. Phi est un nombre quadratique, donc ça vient du fait que sa conjuguée, alors la conjuguée, ça veut dire, finalement, c'est pas conjugué au sens complexe, encore que c'est l'autre racine de son polynôme minimal sur Q, d'accord? Son polynôme minimal sur Q, phi, c'est x2 moins x moins 1. L'autre racine est de module strictement inférieur à 1. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on va voir. Alors, même si l'autre racine, s'il y avait plusieurs racines, hein, si c'était un polynôme de degré n, et que les autres racines sont complexes, hein, ça c'est pas grave. Le tout, c'est que ce soit de module strictement inférieur à 1. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un nombre de Piso? C'est un entier algébrique, qu'on va appeler alpha, qui est réel, tel que les racines de son polynôme minimal sur z. Donc ici, on a un entier algébrique, donc il a un polynôme minimal, c'est x2 moins x moins 1, hein, donc un polynôme sur z unitaire, entier algébrique. Et les racines de son polynôme minimal sur z, eh bien, ça a pour racine, évidemment, alpha, ça par définition, mais les autres racines, alpha j, sont ça peut être des complexes, sont de modules strictement inférieurs à 1. Voilà. Et ça va créer des phénomènes exactement comme ceci. Le fait qu'on a un polynôme minimal sur z va créer une suite récurrente linéaire ici. Après, vous vous débrouillez avec ça. Et les autres racines, ça va donner les puissances n qui vont donner ces epsilon-là. D'accord ? Donc ici, vous aurez votre suite récurrente linéaire dans z, et ici, vous aurez votre suite géométrique. En fait, vous avez directement la proposition, si alpha est un nombre de Piso, alors alpha puissance n est une suite de presque entier. C'est assez extraordinaire, ça a déjà fasciné des gens comme Ramanujan, c'est cette notion de presque entier. Bon, eh bien, maintenant, déjà un premier théorème de Piso, si alpha est un nombre algébrique réel, donc nombre algébrique, c'est pas pareil que anti-algébrique, algébrique ça veut dire qu'il est racine d'un polynôme à coefficient dans Q, ou à coefficient dans Z, mais plus forcément unitaire comme anti-algébrique. Donc si alpha est un nombre algébrique réel, et s'il existe lambda tel que lambda alpha puissance n est une suite de presque entier, alors alpha est un nombre de Piso. Donc ça c'est déjà pas mal. Mais le plus spectaculaire, c'est le théorème suivant. Si alpha est un nombre algébrique réel, il existe bêta de Piso, il existe un nombre de Piso, tel que Q de alpha est égal à Q de bêta. Donc on peut toujours trouver un générateur, d'accord, quand on a une extension réelle, hein, une extension qui est comprise entre une extension finie de Q qui est incluse dans R, on peut trouver un générateur qui a un nombre de Piso. Ça, c'est extraordinaire. Alors, j'en ai fait une vidéo de ces choses-là. Vous avez Cayley Hamilton, vous avez les systèmes de Van der Monde, vous avez les sous-réseaux de Zn, vous avez les isomorphismes entre Q de alpha et Q de alpha j. Donc, vraiment des choses qu'on trouve à la grille. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Bientôt, je pense que je vais faire une petite vidéo sur d'autres équations différéntiennes qu'on peut placer là. Alors, je vais envoyer le teaser. 26. Pourquoi est-ce un nombre remarquable? En quoi il est remarquable? À bientôt.